Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. Dans cet épisode, Clémence Levaux et Marie Pouliquin, administratrices des Fameuses, partent à la rencontre de personnes qui portent déjà des projets d'utopie dans la région nantaise. Découvrons ensemble les utopies d'ici et maintenant. Bonjour Maryse, bonjour Mara. Maryse, est-ce que tu veux bien te lever? Donc je vous présente Maryse Boyer, qui est la fondatrice de Iki Iki. Donc Iki Iki, c'est une association qui met l'art, la culture et le jeu au service de la santé affective et sexuelle des enfants et des adolescents. Est-ce que... Pardon, je vais te tutoyer parce que j'ai commencé comme ça. Est-ce que tu peux nous dire quel est le constat qui t'a poussé à créer cette structure? Bonsoir tout le monde. Le constat, c'est les chiffres alarmants en termes de violences faites aux enfants et aussi de violences entre mineurs. Et puis, ces séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui sont appliquées seulement à hauteur de 10%, 13% dans les établissements scolaires, qui sont inscrites au programme. C'est dans la loi, mais ça n'est pas appliqué. C'est exactement ça. Donc voilà, et puis pour ma part, je trouve qu'on n'entend pas assez la voix des enfants. Et donc du coup, voilà, on a créé Iki Iki pour ça. Et on a choisi de passer par les outils de médiation tels que l'art, pour qu'au-delà de passer de l'information, ce soit bien leur voix après qu'on entende. Et voilà, l'art leur permet de s'exprimer, de leur donner la parole. Alors ça, c'est pour le constat. En termes de, du coup, comment est-ce que vous faites? Il y a notamment un projet, c'était important pour nous de mettre en lumière des projets qui vont se déployer, là, qui sont en train de se déployer. En l'occurrence, Iki Iki va aller dans différents lycées nantais pour aller au contact de lycéens et de lycéennes. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Qu'est-ce que vous allez discuter ensemble? Alors moi, je vais corriger, c'est pas un lycée nantais, donc c'est un lycée aux Herbiers. Avec qui nous sommes en discussion effectivement pour intervenir, on croise les doigts. L'idée, c'est de proposer 5 séances du coup autour du collage et du photomontage, donc à travers le travail d'artistes tels que Barbara Kruger ou Anna Roche. Et l'idée, c'est de pouvoir aborder à travers leur travail des sujets tels que stéréotypes de genre, différentes représentations de l'amour, prévention des violences sexistes et sexuelles, et que les jeunes puissent du coup à leur tour créer à leur manière et prendre la parole sur ces sujets. Qu'est-ce que ça change, l'art, le dessin, les collages? Qu'est-ce que ça apporte peut-être comme dimension pour pouvoir aborder de front des sujets qui sont très compliqués et à aborder comme ça en discussion avec des enfants? L'art, du coup, déjà, ça permet un support, donc ça va détourner un peu l'attention sur des sujets qui sont des fois pas faciles. Ça apporte aussi une polyvalence, c'est-à-dire que quelle que soit la personnalité ou l'aisance de chacun, ils vont à un moment ou à un autre y trouver leur part et leur place. Donc voilà, et puis peut-être aussi de voir d'autres s'être exprimés, ça permet du coup d'avoir une base pour pouvoir nous-mêmes le faire. Donc voilà, c'est une approche aussi qui permet, sur ces sujets sensibles, ça permet aussi, c'est un médium qui est rassurant et accessible finalement à tous, parce que par contre on n'a aucune attente esthétique. Pour nous, la motivation n'est pas esthétique. Elle est bien, prenez la parole et exprimez-vous. Ouais, exactement. Donc, voilà. Je sais aussi que vous avez contacté une association, Garance, qui est une association belge, qui organise des stages d'autodéfense auprès des enfants, avec l'idée d'en organiser vous-même chez Iki Iki. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler ce qu'est un stage d'autodéfense pour les enfants, puisque pour celles et ceux qui ne connaissent pas, peut-être que c'est un peu curieux ou effrayant même. Ouais, c'est un terme particulier, j'imagine que c'est pas toujours confortable pour tout le monde. Alors déjà, il y a un super podcast et c'est comme ça qu'on a découvert l'association Garance, qui est de Charlotte Bien-Aimée et donc autodéfense des enfants. Ça s'appelle un podcast à soi. Ouais. Alors du coup, c'est pas d'autodéfense physique où on apprend à, mais c'est plus aborder les notions de droit des enfants, puis derrière réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos solutions, quelles sont leurs solutions à leur hauteur en cas de problème. Voilà, donc voilà, vous avez le droit de réagir, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous enfuir et vous avez le droit de raconter surtout et de dire. Voilà, en gros c'est ça.
Et effectivement, on a contacté l'association Garance, qui est une association belge, et en Belgique, ils sont bien en avance par rapport à nous. C'est donc du coup une association qui est très occupée et débordée. Et du coup, par contre, nous, dès la rentrée, on propose des ateliers qu'on appelle Banzai, et qui du coup vont utiliser la BD et le dessin pour justement réfléchir avec les enfants à ce qu'ils ont comme solution pour de l'autodéfense. Donc bientôt, à venir à la rentrée, renseignez-vous. Kiki, en 3 mots, Maryse Boyer, c'est quoi ton utopie? 3 mots. Moi, je voudrais qu'on enlève... c'est l'utopie, on a le droit. Je voudrais pas de cases sur les extraits de naissance, pas de cases de genre sur les extraits de naissance et sur les cartes d'identité. Je pense que ça simplifierait le démarrage de vie, et même, pourquoi pas toute la vie. Et l'autre, je voudrais que les enfants aient une place qu'on les consulte et qu'ils aient leur place au sein qu'ils soient considérés comme des citoyens à part entière, et donc qu'ils soient consultés aussi pour les décisions politiques, économiques, écologiques, sociales, qu'en fait ils aient une place, qu'on les accompagne à prendre cette place largement. Merci beaucoup, c'est entendu. Merci infiniment pour ton travail. Marie, après l'éducation, je crois qu'on va parler restauration. Oui, on est je me dis un peu cruel peut-être de vous continuer à vous faire saliver. On est ici avec Alice et Manu des restaurants Fer. Je vous propose de vous lever pour que toute la salle vous voit. Et puis normalement, on doit avoir un petit peu de lumière. Oui, c'est ça, parce que la lumière est toute calée et tout. Donc, le restaurant associatif Fer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le projet? Alice Alors, donc en fait, avec Manu, on est convaincus du pouvoir de la cuisine, peu importe en fait l'origine de la personne. Enfin, voilà, on est convaincus que ça peut permettre de réunir les personnes. Et donc, on a imaginé un restaurant associatif qui s'appelle Fer et qui est porté par l'association Alma. Donc concrètement, Fer, c'est quoi? C'est un restaurant de formation et d'application à destination des personnes réfugiées et primo-arrivantes, afin de leur permettre d'acquérir une première expérience en cuisine via une formation professionnelle de 9 mois, donc à nos côtés, mais aussi des ateliers de cuisine qui sont ouverts à tous, des ateliers de conversation en français, et également une connexion à un réseau de restaurateurs recruteurs. Qu'est-ce que ça produit après, du coup, ces quelques premiers mois? Qu'est-ce que ça produit sur les personnes bénéficiaires? Alors effectivement, donc, on est très très contente déjà de l'accueil des gens du quartier qui sont extrêmement bienveillants. Et puis en fait, on se rend compte que ça confirme ce qu'on avait imaginé par rapport à la cuisine, c'est que ça permet à nos 2 cuisinières en formation de vraiment se révéler. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elles sont arrivées un petit peu moins confiantes. Et grâce au pouvoir de la cuisine, en fait, c'est hyper valorisant, la cuisine. Tout le monde se réunit autour d'une table. Et en fait, elles prennent progressivement confiance en elles. Donc en plus de progresser aussi en français, parce qu'il y en a une personne qui est nigériane et l'autre qui est afghane, et ben c'est une double progression, français et cuisine. Donc c'est forcément bénéfique. On peut peut-être les nommer, elles n'ont pas pu être là ce soir, mais bon, elles étaient bien sûr invitées. Mais... Oui, tout à fait. Il y a Mariam qui devait se joindre à nous, donc qui est afghane, qui est arrivée en France il y a 6 ans. Elle a seulement 19 ans. C'est assez incroyable parce qu'elle est très mature. Elle a fait toutes les démarches administratives pour ses parents qui ne parlent pas français. Elle a fait venir ses sœurs en France aussi en faisant toutes les démarches elle-même. Et puis donc il y a Florence qui est nigériane, qui elle arrive d'un chantier d'insertion à Saint-Herblain et qui a déjà une petite expérience en cuisine, mais qui vraiment a l'envie de poursuivre. Donc c'est super agréable parce que moi aussi qui les forme en cuisine, elles m'apprennent des choses. Donc c'est vraiment à double sens. Chouette. Et du coup pour vous deux, ce serait quoi votre utopie féministe peut-être? Que en fait les portes s'ouvrent, peu importe la nationalité des personnes, voilà, peu importe d'où elles arrivent, d'où elles viennent, leur origine. Je pense que c'est ça mon utopie et que voilà, on leur ouvre les portes. Quelque chose à compléter? Ok, la même. Et du coup, comment on peut vous soutenir? C'est quoi votre actualité? Alors, on peut nous soutenir en venant déjeuner au restaurant, évidemment, ça c'est hyper agréable de voir la soirée. Vous parliez du quartier tout à l'heure, c'est dans quel quartier, quelle adresse? Alors, c'est au 105 boulevard de la Prairie au Duc, donc c'est ouvert de 8h30 jusqu'à 14h. On fait aussi des petits déjeuners, vous pouvez venir faire du coworking, l'espace est très agréable. Et puis aussi, on organise des activités le soir après le restaurant à partir de 17h. Et on cherche des volontaires pour organiser des activités qui ne sont pas forcément autour de la cuisine, mais qui peuvent être aussi créatives, ludiques. Donc, appel à contribution. Merci beaucoup à vous deux. Bonne inauguration.
deux associations, une quasi-entreprise, on verra bientôt les pouvoirs publics, on va aussi aller côté individu et entreprise. Vous allez voir pourquoi. La prochaine personne à qui nous allons tendre le micro est une précurseuse, spécialiste nationale des utopies depuis 15 ans. Elle est aussi éditrice et écrivaine, particulièrement engagée sur la question écoféministe. Et comme toujours, elle a mis un projet dans sa besace, dont une nouveauté qu'elle va nous présenter en avant-première. Bonjour, Sandrine Roudot. Est-ce que vous voulez bien me lever? Oui, on peut l'applaudir. Alors, avant d'en dire plus sur ce nouveau projet, est-ce que simplement vous pouvez nous dire, et j'allais dire simplement, c'est vraiment pas un cadeau de le dire comme ça, mais comment est-ce qu'on devient une éditrice féministe? Alors, vous avez 2 heures, pas de... Voilà, c'est ça. J'ai commencé par être une éditrice utopiste. L'idée, quand on a monté la mer Salée, c'était de faire parler des voix qu'on n'entendait pas trop à l'époque, qui étaient les voix de l'écologie, et de faire ce métier d'une manière qui n'est pas, alors on ne connaissait pas le mot à l'époque, mais qui n'était pas androcène, c'est-à-dire qui n'était pas dans la surproduction de trop de livres. Donc on fait très peu de livres, on ne fait pas de pilons, on imprime à moins de 100 km, donc finalement on prend soin de la terre et des ressources. Et puis après, en fait, je suis devenue féministe alors peut-être je m'ignore, parce que je crois que j'ai un espèce de complexe d'infériorité sur le féminisme, tellement je suis vénère sur l'écologie. Et du coup, oui, en fait, en bonne écoféministe, c'est passé d'abord par moi. C'est-à-dire que c'est en tant qu'autrice que j'ai perçu des choses et que j'ai pu ensuite accompagner des auteurs d'une manière féministe. Je m'explique. Par exemple, quand j'ai fait un essai qui s'appelait Suspendu, le jour où j'ai mis le E, j'ai fait apparaître le E dans le titre. Déjà, ça fait un pataquès dans les banques de données des libraires. Enfin bref, ça ne marchait pas, ça n'existait pas, ce truc entre parenthèses. Et en fait, il a fallu que j'aille chercher des désobéissantes. C'est un livre sur la désobéissance. Et en fait, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est Luther King, c'est Mandela, c'est les résistants. Il a fallu aller chercher les suffragettes, Germaine Tillon, Hannah Arendt, etc., etc. Et après, c'est quels sont les livres qu'on publie, donc les sujets. Donc là, on a publié sur En écologie, sur l'écoféminisme. Et là, notre regard a changé sur les manuscrits qu'on recevait. C'est-à-dire que là, on a commencé à déconstruire. Pour moi, le féminisme, c'est fondamentalement de la déconstruction. On a commencé à voir ce que chaque auteur avait abordé. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment un chemin et on doit tous le faire. Et notamment, dans l'édition, il y a l'écriture inclusive qui commence à arriver de plus en plus. Et comment est-ce qu'on fait pour accompagner des auteurs? Jusqu'où sont-ils prêts? Et en même temps, c'est un espace de sécurité. Puisque c'est avec un éditeur, on n'est pas... en train de se disputer sur un plateau média, on est en train de travailler sur chaque texte, se dire est-ce que ça va trop loin, ça enlève les gens de la fiction, ou est-ce qu'au contraire, on contribue à montrer les femmes, etc. Donc, discussion permanente. Discussion permanente. Et vers l'extérieur. Voilà, et puis c'est le côté sororité, c'est-à-dire, quand on a fait ce que nos filles ont à nous dire, on est allé chercher des jeunes filles de 18 ans pour relire le texte, on est allé chercher une jeune fille pour faire la préface, pour que les jeunes filles soient toujours premières. Et on est reparti de l'étude d'Alexandra Roux qu'on a mis en avant. Ok, donc c'est plus de travail. Il se trouve que vous avez un nouveau projet pour ajouter encore plus de travail à tout ça, voilà. Qui est un projet de MOOC. Donc un MOOC, c'est une revue, un gros magazine, on pourrait le dire comme ça, entre la revue et le livre, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. Et donc ce MOOC sera disponible en octobre, si je ne m'abuse. Quel était le projet derrière ce MOOC? Alors le projet, c'est toujours l'utopie, et c'est aussi l'influence de la fiction. On se rend compte de plus en plus, là il faut que je vous prenne pendant un quart d'heure, je ne vais pas le faire, mais on sait que la fiction influence le monde, on peut le démontrer, voilà. Et donc on s'est dit, on a regardé un peu, on a observé ce qui se passait dans la fiction, et notamment la fiction d'anticipation. On a parlé un peu de SF tout à l'heure, et ce dont on se rend compte, c'est que c'est extrêmement sombre. SF, science-fiction. Science-fiction, voilà, c'est extrêmement sombre, que c'est beaucoup de dominants, que bon, on essaye de changer les choses, mais en gros on perd. Et nous, on s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on nourrisse le côté du milieu de la force pour dire, regardez, en fait, il peut y avoir des choses positives. Et ça, c'est très féministe, parce que c'est aussi ce que disait Ursula Le Guin, c'est l'histoire de la fiction panier. C'est-à-dire qu'on nous vend des fictions du chasseur, mais jamais du cueilleur, de la cueilleuse. Et donc là, l'idée, c'est effectivement d'arrêter d'avoir des histoires de guerre pour montrer quel monde merveilleux peut advenir. Donc c'est ça qu'il y a dans le MOOC. C'est ça qu'il y a dans le MOOC, en fait. On s'est dit, on va aller chercher des gens, parce que biodiversité, on va essayer de ne pas avoir un héros. Donc on est allé chercher plein d'auteurs différents pour se dire, imaginez, 2043, c'est génial. Un monde merveilleux est advenu, un monde féminin, un monde, etc., où le handicap est vénéré, un monde où il y a une présidente écoféministe qui est élue et qui démissionne aussitôt, etc., etc. Et donc on a monté ce monde pour le donner à voir, parce que
Moi, je trouve très bien La Servante écarlate, mais quelque part, ça nourrit encore quelque chose d'assez violent. Et ça nourrit quand même un petit peu aussi. En tout cas, ça nous acclimate. Voilà, ça nous acclimate à l'affrontement, voilà, des choses dures. Combien d'auteurs, combien d'autrices ? Une trentaine. On a essayé évidemment que ce soit la parité. Et la grosse surprise, c'est que les hommes qui ont écrit ont mis des personnages féminins. Donc en fait, c'est archi féminin, ce qui n'était pas le but de départ. Donc, ça s'appellera comment ? Ça s'appelle Des Utopiennes. Des nouvelles de 2043, et ça sort en octobre. On va le sortir à la Gaîté Lyrique et puis à Nantes, je ne sais pas encore où. Mais voilà, donc on a des enfants, on a des femmes, voilà, on a des sensibilités différentes aussi, parce que le féminisme s'est aussi montré d'autres formes. Donc on a un poème, de la chanson, des découpages d'enfants. Maître mot, l'exploration. En 3 mots, votre utopie. Mon utopie. J'en ai plein. Mon utopie, c'est que tout le monde croit en l'utopie. Fabuleux, il y a le mot de la fin. Merci beaucoup, Sandrine Roudot. Merci infiniment. C'est moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai l'impression qu'on a fait un panorama. J'espère que ça vous a donné un peu d'optimisme, de choses, ou de penser qu'il y a des petites graines un peu partout. Absolument. N'hésitez pas à vous rencontrer, bien sûr, et à rencontrer des personnes que... Allez, à revenir vers elle, et à leur parler. Et donc, merci beaucoup à elle. Je pense qu'on peut encore effectivement applaudir Marine, Sandrine, Alice, Manu et Myriam et Florence. Merci beaucoup à toutes. Et comme quoi, ça commence par un petit projet, une petite idée. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.